Euh, alors maintenant, je vais vous expliquer comment je récupère la data du CES. Dans toutes les stats que je vais vous montrer juste après. La data, en fait, je scrape la base des exposants. J'ai un outil pour ça qui s'appelle Outsuite, qui est une boîte française. Donc je scrape la base complète, je récupère la base avec carrément les descriptifs de tous les produits de toutes les boîtes. Et partant de là, je fais des stats. Alors les stats que je fais, c'est ça, par exemple, la France, troisième pays. La France plus l'Europe, troisième pays. Ça passe de 8 à 16% de l'ensemble des exposants officiels du salon. J'ai les détails si vous voulez. La France, dans Eureka Park, c'était cette année, je crois, un tiers du nombre d'exposants, en tout à peu près. Non, un quart, je crois. Plutôt un quart. Un quart ou un tiers? Un tiers? Bah, le chiffre, c'était 380 sur 1186. Vous faites la division. Ouais. Donc la zone dont Maxime vous a parlé tout à l'heure, elle était ici. Mais il y avait quand même des brebis galeuses qui se baladaient un peu partout, là. Grand Est qui est là. Vous avez, alors, Business France, c'est ce que Maxime a réussi à fédérer avec 9 régions. Vous aviez le CEA. Pour moi, ce n'est pas des brebis galeuses, c'est bien d'avoir un laboratoire de recherche qui présente ses travaux, c'est vachement bien. À côté de la région Rhône-Alpes, puisque le Leti fait partie de Grenoble. La Poste qui était ici, très proche de la zone française. Ici, il y avait un stand Île-de-France. Voilà. Et puis, vous aviez Grand Est qui était planqué complètement au fin fond du truc là-bas. Et puis, NJ aussi qui était là, en plus du Hardware Club, du village Baïséa, Aix-Marseille. On a même trouvé un stand d'Aix-Marseille qui avait été squatté par des Chinois, on ne s'est pas compris pourquoi. J'ai la photo dans le rapport, vous verrez, c'est assez bizarre. Bon, c'est pas mal, hein, parce que l'année dernière, c'était un gros bazar. Hein. Donc cette année, en gros, c'est un demi-bazar. Et la grande question qui se pose, c'est comment thématiser un peu tout ça. C'est le challenge de Maxime pour l'année prochaine. C'est comment essayer... Alors, le problème, c'est que comment vous thématisez quand les régions veulent avoir leur zone. Donc ça, c'est un problème politique qui est peut-être plus compliqué que l'informatique quantique à régler. Hein. Justement, au niveau des exposants, ça c'est justement la répartition des exposants sur Eureka Park. C'est la zone des startups. Vous montez un étage, vous avez des boîtes plutôt établies. Là, on tombe à 4%. Mais des belles boîtes, hein. Legrand, Somfy, que j'en ai oublié d'autres dans les très grands. Micro-EJ qui va intervenir tout à l'heure. Quelques boîtes. WeThings qui était revenu maintenant en boîte indépendante, qui était à cet étage-là. On a des boîtes, mais on n'en a pas beaucoup. Donc ce serait bien qu'on en ait plus qui se barrent de là pour aller là. Mais pour le faire, il faut qu'elles grandissent, il faut qu'elles scalent. Et scaler dans les objets connectés, c'est pas facile. J'ai une autre statistique intéressante à vous partager. C'est la proportion des exposants de chaque pays qui sont sur Eureka Park, donc la zone des startups. La France, elle est à peu près 83-85%. Ça veut dire que 85% des exposants au CES dans la base officielle du salon, elle est sur Eureka Park. Et le reste, c'est les autres. Et quand vous voyez d'autres pays, vous voyez la Corée, vous voyez Israël, vous voyez les Anglais, les Japonais, ils sont plus équilibrés. C'est-à-dire qu'ils ont entre 30 et 50% de start-up dans leurs exposants, mais ils ont des boîtes établies. Pourquoi? Parce que pour des raisons historiques, ils ont plus de boîtes établies dans ce secteur d'activité. On serait peut-être dans un autre métier, sur un autre salon, on aurait une proportion différente. Et alors, il y en a qui sont mal à l'envers, c'est les Allemands. Parce que comme les Allemands, ils sont là essentiellement par leurs équipementiers automobiles, eh bien, ils ont une proportion équipementiers et constructeurs, très faibles de start-up, mais qui témoignent du fait qu'ils sont très focalisés sur l'automobile, mais ils n'ont pas beaucoup de start-up. Donc peut-être qu'ils ne sont pas assez innovants dans certains domaines, dans ceux qui sont couverts par le salon. Donc vous voyez, l'idéal, une sorte d'objectif à 10 ans pour la France, ce serait d'être plutôt proche des Coréens ou des Anglais. C'est-à-dire d'avoir plus de boîtes établies, peut-être un petit peu moins de start-up qui tirent dans tous les sens, mais ça ne se décrète pas, ça. C'est un souhait. Mais on ne va pas le décréter à l'échelle d'un État, à l'échelle de l'État, du gouvernement ou à l'échelle des régions. C'est un processus de maturation qui est très complexe. Il y a BPI France qui travaille sur le scale-up, sur la manière de faire grandir les startups. C'est compliqué, ça prend du temps. Mais et on va voir avec les témoins qui sont ici que c'est possible. La répartition par région, c'est l'Île-de-France toujours numéro 1, suivi de la région Sud qui a dépassé la région Rhône-Alpes. Ça, c'est une petite course à l'échalote qu'ils font tous les ans. Au niveau des thématiques, pour la première fois, c'est la santé qui est numéro 1. Avant, c'était la maison connectée. Donc ça fera plaisir aux spécialistes de la santé qui sont dans la salle. Là, j'ai un schéma qui est très compliqué à comprendre, mais en fait, c'est très simple. En gros, vous avez quoi? Vous avez chaque année ceux qui exposent et ceux qui reviennent ou pas l'année d'après. Et ça permet d'avoir un taux de chute, en fait. C'est-à-dire quel est le taux de survivance au CES pour les exposants? Alors, pour des raisons diverses et variées. Ils ne meurent pas, hein, ceux qui ne reviennent pas. Enfin, ils ne meurent pas forcément. Il y en a qui disparaissent complètement parce qu'ils n'ont pas pu se financer, parce que l'équipe fondatrice a connu des désaccords. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a 107, puis 126, puis 121, puis 154 qui reviennent. Donc, ça augmente, c'est déjà bien. Ce qu'on voit aussi dans ce petit schéma-là, c'est le taux de ceux qui ne reviennent pas s'est stabilisé.
C'est très data, mais c'est intéressant. Si c'était remonté à 85%, j'aurais eu très peur. Là, on est stabilisé à 2/3, et il se trouve que c'est plus ou moins la moyenne mondiale, d'après les organisateurs du CES. Donc on n'est pas hors des clous de ce point de vue-là. C'est une manière de relativiser les critiques sur ce qui se passe en France. Dernier point sur là-dessus, c'est ce que j'appelle les erreurs de casting. Ça fait rigoler tout le temps parce que c'est une expression un peu violente. Il y a effectivement des erreurs de casting sur les CES, mais on peut les juger de manière différente selon son appréciation. C'est juste mon appréciation, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde. Typiquement, des gens qui font que du service et qui viennent prendre un slot sur Eureka Park, ils n'ont pas trop leur place là, parce qu'ils n'ont pas vraiment de produit, donc ils ne vont pas vendre au retail, ils ne vont pas vendre un produit au grand public. Ils sont là pour valoriser le fait qu'ils sont capables de développer un chatbot, un objet connecté, mais c'est plutôt des boîtes d'ingénierie ou de service. C'est un peu limite. Vous avez des boîtes qui sont là que pour faire du logiciel d'entreprise. Ce n'est pas vraiment le bon salon. Pourquoi ils viennent? Parce qu'il y a des DSI et des COMEX qui circulent dans le salon, donc ils viennent. Donc vous voyez, il y a une cinquantaine de boîtes qui sont là 50, 60, c'est moyen. Après, les boîtes qui font que du soft, j'en ai trouvé vraiment 11 qui n'avaient rien à faire là, et une centaine qui font que du soft, mais bon, pourquoi pas aller au CES. Puis après, il y a un autre cas de figure que je mets ici, même si je le mets en vert. Ils ont un produit qui est adapté au CES, mais ils viennent un peu trop tôt, ils ne sont pas secs. Alors comment je les détecte, ces gens-là? C'est les gens qui ont un site web qui n'existe pas ou qui fait une erreur 404 le 15 décembre. C'est les gens qui partent à poil, ils ne sont pas prêts, quoi. Il y a aussi ceux qui, le 24 décembre, ont un site qui n'est qu'en français, et qui reste qu'en français d'ailleurs, même après le salon. Donc vous allez au CES avec un site qui n'est qu'en français, c'est moyen, quoi. Donc il vaut mieux éviter ce genre de situation. Voilà. Alors je vous montre les autres pays, parce qu'il faut toujours se benchmarker. Il faut être rationnel et se benchmarker. Donc là, vous avez la Belgique, mais la Wallonie, le Canada, le Québec, le Japon, très bien cette année, avec beaucoup de labos travaillant avec des startups. Vous avez Israël, qui est toujours best in class, avec très peu de startups, mais très bien sélectionnés, dans un village très goupy-run, bien solide. Les Pays-Bas, c'est un peu le bazar. Et le Luxembourg, qui s'est distingué cette année avec un produit qui nous a bien fait rigoler, qui est la crypto-monnaie à base de sardines de collection. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. On est allé voir avec Fanny. Moi, je croyais que c'était une blague. Je vais les voir, et les gars très sérieux disent, mais ils expliquent pourquoi les boîtes de sardines prennent de la valeur comme le bon vin, quoi, comme un bon Bordeaux. Et donc, ça sert de contrepartie physique à la crypto-monnaie du bazar. OK, d'accord, pourquoi pas. Là, vous avez la Macédoine. Alors, ils étaient un peu seuls. Ils étaient planqués au fond du Westgate, un hôtel où il y a des halls sur la Smart City. Et il n'y avait personne sur le stand. C'était le 3e jour du salon, quand même. Personne sur le stand, et il n'y a même pas de start-up. Ils ont juste la Macédoine. Je crois qu'ils mettaient que c'était un paradis fiscal. J'ai oublié, mais c'est un truc comme ça. Après, vous avez la Russie, le Mexique avec 30 startups, c'est un truc énorme dans South Hall. La Grèce qui parle de scale-up. Alors, je ne connais pas beaucoup d'unicornes grecs pour l'instant. Et l'Italie qui, pour moi, est un worst practice. Worst practice. Pourquoi l'Italie? Parce qu'en fait, l'Italie, elle avait une trentaine de boîtes sur son stand. Et la seule représentation physique de la start-up sur les panneaux, c'était le logo. Il n'y avait rien d'autre. Donc, c'était impossible de savoir ce que faisaient les boîtes. Il fallait aller demander boîte par boîte, et c'est complètement contre-productif. Et ça, c'est un bon exemple où le design tue la fonction. Parce que c'est joli d'être qu'un logo, sauf que ça ne sert à rien, on ne sait pas ce qu'ils font, donc on n'est pas intéressé par ce qu'ils exposent. Vous avez la Caroline du Nord, qui n'est pas la Caroline du Sud. Il faut savoir que la Caroline du Nord est plus riche que la Caroline du Sud. 4 fois plus de PIB du Nord par rapport au Sud, et qui avait un stand avec quelques startups à côté. Et alors, je me suis documenté sur la Caroline du Nord, que personne ne connaît. En fait, la Caroline du Nord, c'est la moitié de la France. En économie numérique, en start-up et tout, c'est la moitié de la France avec un État américain qui n'est pas très connu. C'est pas mal, c'est intéressant. Ils faisaient leur promotion. J'ai regardé aussi, ça c'est le truc de data mining de folie, j'ai pris le classement de toutes les boîtes qui exposent par lettre, et là, Shenzhen, pouf, ça fait tout ça. Là. Ils sont plus de 500, et voilà, bon, donc, mais c'est comme ça depuis des années, ça n'a pas changé, et c'est stable. La Poste, qui avait organisé une manifestation qui était très intéressante, parce que je suis très sensible à la question, qui a organisé une soirée pour les femmes du numérique. Je crois que c'était le soir du premier jour du salon. Et il y avait Claude Thérosier qui intervenait, je ne sais pas si on la voit sur la photo, on ne la voit pas là, avec Nathalie Collin de La Poste. Et il n'y a pas beaucoup de femmes au CES, y compris chez les Français, donc c'est bien de rappeler qu'on a besoin d'avoir plus de femmes dans ces métiers-là. Donc voilà pour la présence française.